Oui, vous les mecs qui parlez d'indépendance, c'est parce que vous êtes pas solidaires. Du calme, Jean CGT, tu vas comprendre. Une des journées de grève qu'il y a eu il y a pas très longtemps, où je me suis mangé un barrage, tu vois, un barrage de grévistes qui avait bloqué un rond-point. Et tu vois, moi, ces gens-là, peut-être que j'ai rien contre eux, tu vois, on se verrait dans un autre contexte, on pourrait boire un café ensemble, on pourrait discuter, je pourrais faire preuve d'empathie, etc. Mais quand quelqu'un se met en travers de mon chemin, m'empêche de passer, me fait perdre du temps, mais je leur aurais mis des tartes. Et honnêtement, tu vois, je sens que là, j'ai un besoin violent d'indépendance. C'est-à-dire que je suis sorti de la voiture, vraiment dans l'objectif de leur dire, mais les gars, vous êtes vraiment des débiles mentaux. Et ils ont appelé les flics. Les gars ont appelé les flics et en fait les flics c'est des travailleurs sociaux, on les représente toujours comme des gens qui sont voilà qui veulent casser du manifestant, mais le manifestant s'est abrité devant le flic et Mhm. donc je trouvais ça fou en fait. C'est le flic est là pour permettre la bonne organisation de m'empêcher de circuler. Donc j'ai été extrêmement courtois avec le flic parce que je me suis dit oula je vais pas m'ajouter des problèmes si en plus je m'embrouille avec un flic, ça ira pas du tout. Donc j'ai été très courtois avec le policier et finalement les policiers leur ont dit de me laisser passer. Mais cauchemar. Et donc tu vois, quand je suis confronté à un truc comme ça, là je sens que j'ai un besoin viscéral d'indépendance. Et après la question c'est comment on fait. Tu vois, parce que je sais qu'il y a une dimension psychologique à ça. Il y a une dimension psychologique qui va avoir avec des choses comme la flexibilité. Tu sais, le fait de voilà, j'avais un projet. Mhm. Il faut pas que je me mette dans une situation naze parce que ce projet est pas possible. Donc mon indépendance, ça va être de me dire, bah voilà, repousse à plus tard, fais autre chose, adapte-toi. Mais d'un autre côté, j'ai du mal aussi avec ce discours un petit peu, tu sais, le lâcher prise. Mhm. Je comprends que ce soit important dans une certaine mesure, mais le côté, oui, mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs, alors marchez-moi dessus, etc. Je pense qu'il y a un moment, non, il y a des choses à faire quand même pour se retrouver moins souvent possible dans des situations où on est confronté à une barrière pour nos projets, pour notre liberté. C'est quand les dernières fois où t'as senti viscéralement ce besoin d'indépendance? Alors, tu vois, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai énormément augmenté mon indépendance avant le Covid. Et je pense que Mhm. l'indépendance, enfin, cette notion de dépendance ou d'indépendance, c'est à chaque fois en période de crise que tu le sens. Tu vois, si tu es dans une entreprise, tu es salarié, tout va bien, c'est génial, tu te poses même pas la question de cette dépendance. Et puis on annonce un plan de licenciement et on te dit qu'il y a 10% Mhm. des gens qui vont être licenciés. Là, tu dis, mais en fait, mon futur dépend de mon chef N+1, N+2, etc. Qu'est-ce qu'ils vont décider, moi, pas moi, et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ma vie en main, en fait, qui va décider pour moi. Même chose quand Mhm. tu as des pénuries de carburant, etc. Et tu vois, aujourd'hui, Mhm. je ressens pas tout ça, je ressens pas la grève des éboueurs, je ressens pas les pénuries de carburant, parce que je suis, notamment géographiquement, mais pas que, dans un endroit Mhm. où je suis indépendant. Et même, on parle de dépendance. Et une des manières, même si tu ne peux pas casser ces dépendances, rien que le fait de te diversifier, déjà ça Ouais. diminue les dépendances. Parce qu'on a énormément de dépendances qu'on ne peut pas, on peut pas casser les liens. On peut pas casser les liens qu'on a certaines fois avec son employeur ou avec EDF ou avec, je sais pas, la RATP pour se déplacer, etc. Mais déjà, si tu as des systèmes de secours, déjà, tu es diversifié et la dépendance, elle diminue. Donc moi, j'ai pas eu trop de frustration récente, mais là où j'en ai eu énormément, c'était dans ma carrière de salarié. Alors, je vais pas parler que d'indépendance financière, parce que déjà, je suis pas fan du terme, et ça va très très largement au-delà. C'est vrai qu'on parle surtout, quand on pense indépendance, on pense salariat versus indépendant, mais c'est vrai que c'est là où je l'ai plus ressenti. Après, je te le disais, la période Covid, quand tu es en pleine nature, quand tu as un très grand jardin, etc., tu as moins ressenti quand on t'a dit bah maintenant tu sors pas de chez toi pendant je sais pas combien de temps. Mhm. Quoi. Donc j'avais pris des décisions déjà qui me permettaient d'être libéré. Donc j'ai pas trop de souvenirs. C'est surtout lié autour du salariat, on va dire. Quand on se demande de quoi on est dépendant, moi, l'augmentation des factures et des impôts, c'est un truc, je le ressens vraiment très fort, tu sais, Mhm. parce que tu te dis tes pieds, poings liés. Tes pieds, poings liés, t'as pas le choix. On te dit, tiens, je te prends un peu plus d'argent et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien dire. Mhm. Et en fait, il faut pousser la réflexion jusque-là, je pense, tu sais, en se demandant, mais ces trucs que je considère comme tout à fait acquis, ok, tu vas payer ta facture d'électricité, tu vas rien dire, ok, tu vas payer ton ticket de supermarché, tu vas rien dire, il y a peut-être des choses à questionner et à creuser là-dedans. Je suis 100% d'accord avec toi. Et tu vois, typiquement sur la partie électrique, mon but, c'est pas de sortir du système, c'est pas d'être off-grid, comme on dit aujourd'hui, et de me couper d'EDF ou d'un fournisseur d'énergie. Comme tu le dis, c'est trop technique pour moi, donc voilà, j'ai d'énormes dépendances là-dessus. Mais ce que j'ai fait,
c'est que je suis beaucoup moins dépendant du prix de l'électricité. C'est plus ce point-là, et je suis 100% d'accord avec toi. Et comme les panneaux solaires, je les ai mis dans un endroit où j'ai des locations, et que toutes les locations ont la clim, parce que c'est pas écolo, mais les gens le veulent, et ben moi, je sais que cet été, s'il y a des canicules, les gens ils pourront mettre la clim à fond, et ce sera à 100%, ça viendra à 100% des panneaux solaires, et il y a probablement même une partie que j'arriverai à revendre à EDF. Donc c'est plus cette partie facture où je suis moins dépendant que le vrai côté dépendance. Tu as raison, hein, la dépendance, comme toi, tu vas prendre ta tronçonneuse ou ta hache, tu vas couper ton bois et tu vas pouvoir te chauffer. Et ça, tu vois, c'est vraiment le côté très positif. Parce qu'il y a un côté aussi beaucoup plus sombre auquel j'adhère pas. Parce que là, je suis en train de consommer beaucoup de contenu sur tout ce qui est indépendance, autonomie. Du coup, tu tombes sur des choses, comme tu dis, off-grid et survivalisme. Et il y a des vidéos de mecs, j'ai envie de les signaler limite. Tu sais, je le fais pas parce que je suis pas une balance, mais tu vois des vidéos de mecs qui montrent pas leur visage. Et ils sont vraiment dans une optique, oui, quand il y aura le blackout, quand les gens vont s'entretuer pour la nourriture, etc. Donc ils ont vraiment un imaginaire qui est tout à fait apocalyptique et t'entends, enfin dans la manière dont ils parlent, qu'il est marié, etc. Et t'as envie de dire, mais envoyer quelqu'un pour la sauver, quoi. Limite, t'imagines la femme attachée au lit dans une pauvre pièce, etc., qui avait pas du tout envisagé sa vie comme ça. Terrible. Donc des gens qui se foutent vraiment dans des endroits complètement reculés, tant qu'à faire en haut sur les montagnes, parce que l'eau va monter jusque-là dans leur imaginaire, etc. Ils se coupent du réseau d'eau, ils se coupent du réseau électrique, et ils préparent la fin du monde. Et tu vois, le truc de dépenser autant d'énergie, vivre dans un univers apocalyptique pour quelque chose qui, en toute vraisemblance, ne va pas arriver, parce que t'as eu plein de fins de civilisation. Enfin, l'Empire romain, ça s'est cassé la figure, la Grèce antique, ça s'est cassé la figure. Il y a plein de civilisations qui se cassent la figure. Et effectivement, t'as des périodes avec un peu d'agitation politique, etc. Mais l'Italie est toujours au même endroit, la France est toujours au même endroit, la Grèce est toujours au même endroit. Ça a changé, mais les gens se sont pas mangés entre eux. Donc tout cet imaginaire comme ça, tout à fait apocalyptique, pour moi c'est la limite. Exactement. C'est qu'il faut que le projet soit positif. Et donc c'est là que j'en reviens à quelque chose que j'ai dit en introduction, c'est que pour moi quelqu'un d'indépendant c'est quoi ? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu vois, la dépendance c'est quoi ? Moi quand je me représente la dépendance, je me représente le mec qui est complètement shooté au crack, qui a besoin de sa dose. Et ça c'est pas un mec fiable, tu vois. C'est les gens qui sont tellement accros à l'argent public, aux aides sociales, qui sont prêts à devenir violents quand il y a une modification légale, juridique, législative, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus dangereux. Alors que quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ma vision de l'indépendance, c'est pas je suis plus intelligent que le reste de la société, allez vous faire voir. C'est plus le troisième des petits cochons, tu vois. Celui qui a construit sa maison en briques et du coup qui peut accueillir les gens et les aider, les protéger, etc. Et donc c'est une manière assez naïve de se le représenter, mais c'est aussi en termes de compétences. Parce que mon objectif, c'est que toutes les compétences que je vais acquérir dans cette quête d'indépendance, j'ai envie de les partager. Donc voilà, c'est une indépendance non pas pour se couper de la société, mais pour devenir un membre fiable de la société. Et tu vois, sur l'aspect fiabilité, pour reprendre l'exemple du salariat, t'as beau être le plus gentil du monde, etc., au sein d'une entreprise, il y a quand même une compète. D'accord ? Et tes collègues, si vous faites le même travail, etc., et qu'à la fin, il faut soit réduire, soit il faut promouvoir quelqu'un, etc., c'est toi ou lui, tu vois ce que je veux dire ? Donc soit tu te fais bouffer, soit il te bouffe. Je sais que c'est pas à ce point-là, mais malgré tout, c'est quelque chose qui arrive en entreprise, on le sait. Et si tu es ami avec un collègue et que vous vous battez pour les mêmes choses, ce sera forcément moins solide et moins fiable, enfin cet ami sera moins fiable dans ses conseils ou peu importe, que si c'est quelqu'un qui est indépendant, tu vois, et qui, toutes les décisions que tu vas prendre ne vont pas le toucher, toutes les décisions que lui va prendre ne vont pas le toucher. Donc c'est sûr que cet aspect interdépendance, ça crée des problèmes. Quand il y en a un qui consomme trop, l'autre a moins, etc. C'est cette vision de vase communicant qu'ont beaucoup de personnes qui sont à la recherche effectivement de subventions. Parce que pour eux, ils voient le monde comme dès que quelqu'un gagne plus, ça sort de leur poche, ou dès qu'eux prennent plus, ça sort de la poche de quelqu'un d'autre. Or, le monde,
pour moi, en tout cas, c'est pas ma vision du monde. On peut être 2 à gagner plus, et 3 à gagner plus, et 4 et 5. Si tout le monde crée de la valeur, on peut créer de la valeur dans le monde entier. Alors que quand on est trop dépendant, ben, tu as vraiment cette impression que l'argent ne fait que circuler de poche en poche et qu'il n'est jamais créé nulle part, en fait. Et ça me gêne. Et comme d'habitude, je vous rappelle que ce que vous venez de voir n'est qu'un petit morceau d'un échange qui a duré bien plus longtemps que ça, et vous avez le lien vers le podcast complet dans la description de cette vidéo. Côté investissement maintenant, je vous avais dit que je voulais utiliser l'argent que j'ai récolté hier, vous voyez l'argent qui est ici, en me séparant de certaines positions, pour renforcer mes positions dans des ETF distribuants dans lesquels je cherche donc à augmenter mes positions. Alors, donc là vous voyez, vous avez les plus grosses positions en termes d'actions de mon portefeuille. Donc on a Apple, Microsoft, Total, Main Street Capital parce que je l'ai bien renforcé hier, Air Liquide, Realty Income, Starbucks, AbbVie. Donc toutes celles-là, je suis à peu près sûr que je vais les garder en portefeuille. Les autres, on verra. Mais en fait, si vous voulez, moi je compte pas comme ça couper dans mon portefeuille à n'importe quel prix. Vous avez des positions du type, voilà, BlackRock. Je sais pas si j'ai envie d'avoir BlackRock dans mon portefeuille encore, Digital Realty Trust, je suis pas certain que je le veuille, T. Rowe Price, etc. Vous avez des positions comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui vend à perte, en fait. C'est très rare que j'accepte de vendre une position sur laquelle je suis en moins-value, et je sais que de toute façon, au bout d'un moment, les positions finissent par remonter, et sauf s'il y a quelque chose sauf s'il y a une entreprise qui est vraiment pourrie, mais j'ai pas d'entreprises qui sont vraiment pourries dans mon portefeuille, donc je pense que au bout d'un moment, ça va finir par se redresser. Et vu que j'investis dans des entreprises qui versent des dividendes, en attendant, de toute façon, je touche les dividendes. Donc j'ai pas d'urgence à me séparer de toutes mes positions. Je suis pas un maniaque de l'ordre. Et en fait, il y a pas mal de gens qui me disent, oui, tu as trop de positions en portefeuille. J'aimerais juste voir, en fait, par rapport à quoi. Si c'est juste parce que vous avez entendu dans une vidéo quelqu'un dire dans un portefeuille il faut pas plus de 15 positions, etc., mais qu'ils montrent leur performance, les mecs. Moi, vous voyez la performance de mon portefeuille, donc moins de positions par rapport à quoi pour générer quelle performance, et est-ce que vous avez moins de positions, et est-ce qu'avec votre portefeuille plus concentré vous êtes capable d'avoir une plus-value qui est plus intéressante que ça. Voilà, c'est vraiment ça la question. Et donc moi, si je resserre mon portefeuille, c'est pas tellement parce que je crois qu'il ne faut pas avoir plus de telle ou telle position, etc. C'est en grande partie aussi parce que j'ai envie d'augmenter le rendement de mon portefeuille. Les entreprises dont je me suis séparé, c'est des entreprises qui versaient un dividende qui était correct, mais qui n'était pas super intéressant, et j'aimerais bien que le rendement total de mon portefeuille soit aux alentours de 4%. Là, ça commencerait à être intéressant, et on pourrait avoir comme ça un effet cumulé qui avance plus vite. Quoi qu'il en soit, donc j'ai cet argent qui est arrivé avec la vente des positions que j'ai vendues hier, donc j'en ai mis une partie dans Main Street Capital, et je vais mettre la plus grosse partie dans cet ETF, voilà, il est là, attendez, je vais les classer aussi par mes plus grosses positions, dans cet ETF, le SPDR Global Dividend Aristocrate. Alors pourquoi celui-là? Parce que c'est un ETF qui verse un dividende qu'aux alentours de 4,5%, donc c'est exactement ce que je vise, et surtout celui-là, j'ai commencé à constituer ma position à un assez mauvais moment. En tout cas, je suis en moins-value sur cette position parce que j'ai dû constituer ma position. Non, c'était pas en 2020. J'ai dû constituer ma position dans ces eaux-là, et voilà. Depuis, ça a pas mal baissé. Donc, c'est celui-là que je vais renforcer en priorité. Comme ça me permet de baisser mon coût moyen d'achat. On va s'en acheter, je pense, pour quelque chose comme 1500 euros. Vous voyez qu'il n'y a pas de frais, et ça, c'est très cool. C'est vraiment le gros avantage de ce courtier, c'est que vous avez une très très large sélection d'ETF sans frais, et ça fait plaisir parce qu'après vous pouvez vraiment faire du DCA. Vous voyez là, avec l'argent que je récolte de cet ETF là, vous allez voir quand il va me verser son dividende, j'aurai un dividende qui est suffisamment important pour pouvoir réinvestir directement dedans sans frais, et donc le fait qu'il n'y ait pas de frais, ça supprime complètement les frictions, et ça permet à l'effet cumulé d'avancer comme ça très rapidement, donc ça fait plaisir. Alors l'ordre a été exécuté, c'est parfait, donc ça veut dire que maintenant ça doit être une de mes plus grosses positions en termes
termes d'ETF, ouais, il est là, donc ça devient ma 3e position en termes d'ETF. J'ai un petit peu fait baisser mon coût moyen d'achat, et donc ce qui me reste de cet argent, vous voyez qu'il me reste quelque chose comme 750, je vais le mettre dans le SP500 parce que voilà, le SP500 ça reste une valeur sûre, et j'aimerais bien que ce soit aussi enfin c'est déjà une de mes plus grosses positions en termes d'ETF, mais voilà, c'est une position que j'ai envie de construire sur le long terme, parce qu'avec le SP500, on peut pas trop se planter. C'est pareil, il n'y a pas de frais, donc c'est vachement bien. La transaction a été exécutée, donc c'est parfait. On a donc en 2 premières positions des ETF distribuants qui distribuent assez bien, et c'est des ETF monde, donc ça veut dire qu'ils ont un rythme de distribution qui est assez équilibré entre les différents trimestres, donc c'est super. J'ai mon SP500 qui est en 4e position, je vais continuer de le construire. Je vais juste vous montrer Oui, et donc vous voyez, hein, j'ai pas mal d'ETF aussi, mais c'est pareil en fait, il y a des ETF, d'une part j'ai envie de les garder parce que ça me permet une diversification, et puis parce que je les aime bien, parce que je trouve qu'ils sont pas mal, et puis sinon il y a des ETF dont j'aimerais me séparer, mais vu que je suis en moins-value dessus, c'est hors de question que je les vende à perte, et de toute façon un ETF, voilà, sur le long terme, ça va finir par s'équilibrer, par remonter, donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui vend à perte, je suis quelqu'un qui vend pour encaisser des plus-values, c'est la première règle de l'investissement, on ne perd pas d'argent. Après voilà, il y a des questions de coût d'opportunité, on peut toujours se dire, oui mais peut-être que mon argent serait mieux investi ailleurs, etc. Donc des fois il faut accepter de prendre ses pertes, vous faites ce que vous voulez, moi en tout cas je fais comme ça, et de toute façon vous avez ma performance qui est ici, donc si un jour vous avez une stratégie qui est complètement différente de la mienne, et vous vous rendez compte que vous avez des performances qui sont bien supérieures aux miennes, et j'espère que vous pourrez le montrer en vidéo, comme ça ce sera très utile à tout le monde. Mais c'est vraiment pour moi le gros problème dans le YouTube Finance, c'est qu'il y a plein de gens qui sont très bons pour donner des conseils, mais voilà, on ne sait pas ce qu'ils font avec leur portefeuille, on ne sait pas s'ils sont capables de générer de la plus-value, donc voilà, je pense que les seules personnes dont ça vaut la peine d'écouter la parole dans le YouTube Finance, ce sont ceux qui associent le discours aux actes, et voilà, c'est quelque chose qui manque cruellement, et j'espère pousser un maximum d'acteurs de ce milieu à assumer leur portefeuille, à assumer leur position, et à les montrer plus régulièrement. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, pourquoi pas pour vous constituer un beau portefeuille d'ETF qui commence à travailler pour vous, qui vous donne un flux continu de cash qui vous permet d'investir régulièrement, et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier. En suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, donc c'est très cool. Vous n'avez pas de frais de courtage sur les ETF, vous l'avez vu, mais quand vous achetez des actions, vous avez quelque chose comme 1 € de frais. Quand vous faites des gros ordres, c'est absolument indolore de payer 1 € de frais. C'est beaucoup mieux d'avoir un frais fixe d'1 € que d'avoir un pourcentage quand vous faites des ordres qui sont importants, mais quand vous voulez acheter une action de ci, une action de là, c'est quand même sympa de ne pas payer de frais, et voilà, en suivant ce lien, vous pourrez commencer à consulter votre portefeuille de sorte que ce soit tout à fait indolore pour vous. Et bien voilà, prenez bien soin de vous, et à très vite dans de prochains contenus.